Je suis heureux de parler avec vous. Enfin, je suis aussi heureux d'intervenir après de nombreux orateurs, parce qu'on a eu vraiment un panorama très intéressant qui nous a été brossé jusqu'à maintenant. Et donc, j'ai fait volontairement le choix de ne pas utiliser de papier et de choses fixes, mais plutôt de laisser aller la réflexion, essayer de partager. Je propose d'aborder en 3 temps. Le premier temps, en tant que médecin, c'est d'accueillir la souffrance. Le deuxième, c'est il est possible de restaurer la fertilité. Et le troisième, c'est l'écologie dans tout ça. Et donc, la première chose, c'est que le soignant, mais aussi l'hôpital, le système de santé, doit avant tout accueillir la souffrance. C'est son rôle. Quelqu'un ne va pas bien, un couple souffre parce que ça fait 2 ans qu'ils attendent, le petit enfant tant espéré ne se présente pas, tout le monde regarde le ventre de la maman. Nous, avec mon épouse Isabelle, nous accueillons chaque semaine au moins 1 ou 2 couples, soit pour aider à la régulation de naissance, soit en situation de stérilité. Et nous voyons des jeunes femmes qui arrivent en disant « moi je ne peux plus, on regarde mon ventre et le mari, on le voit, est à l'écart, ils sont en grande souffrance ». Donc notre rôle de soignant, c'est avant tout d'accueillir la souffrance. Et donc, accueillir la souffrance, eh bien, c'est se mettre au service de celui qui souffre. Et donc, il est évident que le système de santé, ceux qui sont des confrères médecins, pharmaciens, biologistes, infirmières, sages-femmes ici, ont comme raison de faire ce métier que de soulager la souffrance. Il faut donc tout faire pour accueillir tout d'abord cette souffrance, puis agir pour restaurer ce qu'on peut restaurer. En effet, il y a une médecine de restauration de la fertilité. Certains d'entre vous en ont déjà entendu parler sous le nom de naprotechnologie. C'est comme cela que les choses se sont bien structurées et ont bien évolué au cours des 40 dernières années aux États-Unis, puis en Irlande et maintenant progressivement dans le reste de l'Europe. Il y a donc une offre ténue, il y a peu de soignants encore, mais il y a une offre de naprotechnologie qui se diversifie maintenant sous le vocable « restauration de la fertilité ». Je reviens un petit instant sur le mot PMA. Vous savez que ce mot est très beau. Je crois savoir que le professeur David, qui était un juif pratiquant, a participé au choix de ce terme. Procréation, c'est beau. C'est que ce n'est pas fabrication, ce n'est pas reproduction, c'est procréation. Procréation médicalement assistée, pas remplacée. Donc ce terme était tout à fait choisi, à mon avis, j'ai connu cet homme, choisi à bon escient. Il s'agissait d'assister la procréation. En effet, les couples sont procréateurs, avec le Créateur, n'est-ce pas, au service du Créateur. Et donc ce terme est très beau. Aux États-Unis, ils n'ont pas ce joli terme. Ils ont assistance technique à la reproduction, ce qui est fort différent. Assistance technique, on voit FIV, insémination, à la reproduction. C'est pas beau, hein? Et donc, en fait, vous voyez, nous sommes gâtés. Et je propose que de la même manière qu'on a travailler sur fraternité, liberté, égalité, eh bien, on garde ce terme procréation médicalement assistée, éventuellement, mais en donnant la profondeur de sens. Il s'agit d'une procréation médicalement assistée, et le corps médical est là pour assister, vous voyez, assister médicalement, ça peut être chirurgicalement, c'est au sens large du terme, la procréation. Et comme l'a dit Blanche, la merveille, c'est que la procréation se fait sous la couette.
La procréation se fait sous la couette. La création, le créateur, a voulu que nous naissions d'un désir, d'un amour, d'un désir d'amour, d'un désir être ensemble, désir avoir une union intime, charnelle. Et nous, on n'était peut-être pas désirés. Vous voyez, par exemple, moi, je suis le 4e d'une fratrie qui était prévue pour 3. Il y avait 3 chambres à la maison pour les enfants. Et je suis le 4e. Alors, un jour, j'ai demandé à ma grand-mère, mais dis-moi, comment ça se fait qu'ils ont fait que 3 chambres ? Elle a éclaté de rire et elle a dit, mon pauvre René, nous t'aimons encore plus que les autres. Alors je dis, mais qu'est-ce que tu veux dire par là ? C'est qu'on t'aime encore plus que les autres, mais 3 étaient prévus. Voilà. Mais tout cela s'est fait sous la couette. Donc j'ai été aimé, n'est-ce pas ? Je n'ai pas été voulu, mais j'ai été aimé, n'est-ce pas ? Et nous voulons être aimés. Donc la restauration de la procréation est une médecine en plein développement. Et pour vous l'imager, pour vous l'illustrer, eh bien, au mois de novembre, puis janvier et avril, il y a à l'Université Claude Bernard Lyon 1 une formation, 3 fois 3 jours, pour les médecins, les sages-femmes et les monitrices en méthode naturelle. Donc une formation à la restauration de la fertilité donnée par les meilleurs. Les 3 premiers jours, ce sera la personne qui a le plus publié sur le sujet au monde, Phil Boyle, et puis les 2 fois 3 autres jours, ce sera un dialogue avec les professeurs de l'Université Lyon 1 entre des gens qui restaurent et des gens qui remplacent. Car il s'agit de ça. Soit on remplace l'union intime, soit on la restaure. Est-ce qu'on restaure la possibilité du couple à procréer ou bien on capitule et on remplace ? Et si on est très inquiet, c'est parce qu'on voit qu'en remplaçant par des techniques, on se trouve dans une situation terrible où on ne sait plus où s'arrêter. Et chaque 2 ans, on devra s'arrêter contre une nouvelle catastrophe. Vous le comprenez. Donc là, il y a une ligne rouge, mais on aura des lignes rouges grenades d'ici 2-3 ans, parce que ça s'effondre, n'est-ce pas ? Nous avons pris quelqu'un en stop la semaine dernière avec mon épouse, un jeune absolument adorable, mais bien perdu dans sa tête, et qui nous expliquait que maintenant, la famille, il va falloir inclure les animaux domestiques. Mais vous savez, c'est sérieux, j'ai participé comme président de jury à une thèse vétérinaire il y a 10 jours sur le thème maltraitance humaine, maltraitance animale. Et dans tous les travaux récents, il a été décidé d'appliquer le questionnaire aux adultes, aux enfants et aux animaux, mais pour les enfants, on applique le même questionnaire que pour les animaux, car il est prévu qu'on intègre progressivement les animaux dans la famille. Voyez ? Donc, chaque 2 ans, nous allons nous retrouver, souffle fragile, pour lutter contre, à nouveau, une nouvelle dérive. Bon, merveilleux, ça nous donne l'occasion de parler. On va pouvoir aller dans la rue à l'automne ou au printemps grâce aux gens qui nous indiquent les bons lieux de se rencontrer, n'est-ce pas ? Et on va pouvoir, comme ça, annoncer la beauté. Donc, on peut restaurer la fertilité. Et vraiment, c'est une médecine qui est nouvelle, qui se développe. Elle n'a que 40 ans. Donc, en Europe, elle a 15 ans. Les statistiques sont vraiment très encourageantes. On ne pourra pas remplacer un utérus, c'est sûr, mais on peut restaurer tellement de choses. Donc, toujours est-il, on peut être aux côtés de celui qui souffre. Après, quand j'ai téléphoné à Raphaël pour lui demander, ou je l'ai fait par email, mais de quoi tu veux que je parle ? Parce que il m'a dit, mais alors on a parlé de la PMA. En gros, il m'a dit, écoute, explique-leur pourquoi c'est jamais bon. N'est-ce pas ? Alors donc, je vais essayer de pourquoi il est toujours bon de faire autrement. Hein ?
Vous êtes d'accord? Et donc, en fait, la question, c'est la question d'écologie humaine, qui, moi, je trouve, est un bon outil de réflexion. Vous voyez, l'écologie humaine, c'est tout notre bon sens qui nous a été transmis par nos parents, nos grands-parents. Cette jugeote, on sent tellement vrai, mais on se tait parce qu'on a l'air de nous prendre pour des ânes. Pourtant, on sent au fond que c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on est là samedi après-midi, pendant que tous les autres sont en train de se balader. Mais on a du mal à théoriser, oui. Mais si on ne théorise pas, qu'est-ce qui va se passer? On est dans un monde d'opinion où on est désemparé, on ne peut plus que s'envoyer des invectives. Et on est désemparé, on n'a pas d'outils rationnels. Et l'écologie humaine et la grammaire de la vie ont été proposées par des intellectuels, notamment la grammaire de la vie, comme nouvelle manière de parler de la loi naturelle. La grammaire de la vie. Ce n'est pas lire dans le mar de café, c'est lire dans le réel, voir ce qui nous est donné, dans le réel. La semaine passée, quelqu'un qui va être interrogé par le comité national d'éthique, dans quelques jours, m'a joint pour me demander qu'est-ce qu'on dit pour la chose suivante, qu'est-ce que vous nous conseillez? Quelle est la chose suivante? Ils vont être interrogés sur la proposition qui va être faite, très probablement, de congeler les embryons des jeunes femmes. Les jeunes femmes demanderont une congélation de leur embryon pour pouvoir faire leur carrière et après leur carrière, avoir leurs enfants. Et moi, je vais participer à 2 jours de travail. Les embryons ou les ovocytes? Pardon, merci, les ovocytes. Je vous remercie. C'est une affaire qui date de longtemps parce que l'INSERM a organisé 2 jours déjà sur la demande du gouvernement il y a 15 ans, auquel j'avais participé. Et le comité avait décidé, ça ne sert à rien, mais ça n'empêche pas, la roue tourne et maintenant ça va se faire. Hein. Et donc, on m'a dit, que pensez-vous que nous devons dire? Un petit instant d'écologie humaine. La ménopause existe dans une quarantaine d'espèces animales ou humaines. Une quarantaine ont une ménopause. Mais il n'y a que la femme pour laquelle la ménopause survient longtemps avant la fin de l'espérance de vie. Et les biologistes montrent que plus le temps de ménopause s'allonge, plus le temps d'enfance peut s'allonger. Je résume, les grands-mères sont indispensables pour l'enfance. L'évolution des espèces a permis l'allongement de l'enfance grâce à l'allongement de vie des femmes après la fin de la fertilité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Grâce aux 25-30 ans de survie des femmes après leur ménopause, elles ont permis l'allongement de l'enfance, qui est un cadeau extraordinaire pour l'espèce humaine, parce que tout ce qu'on peut faire comme transmission de la vie dans cette enfance, c'est la clé de l'humanité. Vous voyez, la biologie a fixé un âge de fin de fécondité pour permettre la vie d'autres, de la nouvelle génération. Nous sommes les uns pour les autres. C'est le premier mot de l'écologie humaine. Nous sommes les uns pour les autres, dans toute l'écologie humaine. Nous, les anciens, nous sommes pour les jeunes. Nous sommes à leur service dans l'écologie humaine. Et les jeunes sont pour nous. Écoutez, nous avons beaucoup de petits-enfants, nous avons 14 petits-enfants. Et on voit bien qu'il suffit qu'on apparaisse même sur Skype pour que les enfants soient fous de joie. Tous les grands-parents là le savent. Mais il suffit même qu'on nous dise leur nom pour que nous soyons fous de joie. Nous sommes les uns pour les autres. Ils sont pour nous, nous sommes pour eux. C'est comme ça que ça marche dans l'écologie. Et nous sommes les uns par les autres. C'est-à-dire que nous sommes grands-parents parce que nos enfants ont transmis la vie. Et nos enfants peuvent avoir plus d'enfants parce que nous sommes là pour les aider. Nous sommes les uns par les autres. Je suis papa par mon épouse qui m'a donné des enfants. Elle est maman
parce que j'étais là. Regardez comme c'est extraordinaire. L'homme, les femmes disent parfois, bah oui, il est vraiment toujours pareil, comme le prix des allumettes. Hein, il ne change pas, mon homme. Hein. Il est toujours pareil, comme le prix des allumettes. J'ai jamais entendu ça. Tu l'as jamais entendu, Raphaël? Moi, on me l'a déjà dit, ah, tu ne changes pas. C'est pas flatteur quand c'est dit comme ça. Tandis qu'on dit, la donna est mobilée, la femme est changeante. Eh bien oui, c'est ainsi dans la nature. Les femmes sont changeantes comme les saisons sont changeantes. Il y a l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Et on s'en trouve bien. Dans les familles, les femmes sont là pour mettre les saisons de la vie. Il y a un moment où, subitement, il faut tout nettoyer, elles se mettent à nettoyer les carreaux, elles se mettent à vouloir sortir, etc. Et il y a un moment, au contraire, où là, cool, il faut voir plus loin, qu'est-ce qu'on fera dans 2 ans, qu'est-ce que le petit fera pour ses études. C'est les 3 temps de la vie de la femme. Des temps de calme, des temps d'allure féminine extraordinaire et des temps de maternité. Le cycle féminin donne à la famille des temps de repos, des temps de féminité et des temps de maternité. Mais pour qu'elle puisse le vivre, il faut que nous, les hommes, on soit un peu stables. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous, on fait de la barque, vous savez, avec ma femme. Quand elle bouge, moi, je stabilise. Vous comprenez? Mais si avec moi, on ne bougerait jamais. Vous voyez? Ça, c'est de l'écologie humaine. Nous sommes les uns par les autres et nous sommes les uns pour les autres. 3e grande dimension de l'écologie humaine. La vulnérabilité est le cœur même de la vie. La vulnérabilité est le cœur même de la vie. Pourquoi vous croyez qu'on est là? Parce que le monde va mal. Alors on se mobilise. Sinon, on resterait à prendre de l'arthrose dans notre fauteuil. Mais comme ça ne va pas, on se bouge. Qu'est-ce qui fait? C'est la vulnérabilité qui nous met en mouvement. C'est parce que nos enfants tirent un peu le diable par la queue financier qu'on se met à faire des confitures. Vrai ou faux? Hein? En fait, la vulnérabilité est le secret de la vie. Donc, la vulnérabilité, surtout ne la supprimons pas. C'est le cœur même de la vie. Imaginez-vous si on supprimait la vulnérabilité des fleurs. Vous remplacez toutes les belles fleurs de votre jardin par des fleurs en plastique. Plus besoin de les arroser, rien à faire au printemps, juste un jet d'eau comme ça pour nettoyer. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Mais parce que la vulnérabilité des fleurs nous met en mouvement. Moi, je réfléchis déjà comment je ferai mon jardin l'an prochain. Ah, sûrement, je ferai mieux que cette année. Il y aura les tomates ne prendront moins de mildiou. Eh oui, c'est la vulnérabilité qui nous met en mouvement. Sinon, il n'y a plus de vie, n'est-ce pas? Et donc, oui, ces personnes qui demandent qu'on leur donne des enfants sont dans une situation de grande souffrance. Ils vivent une sorte d'attachement entre 2 personnes du même sexe. On dit homosexualité, je trouve personnellement ce terme vraiment maladroit. C'est de l'homogénitalité éventuellement, mais ce n'est pas de l'homosexualité, parce que la sexualité, c'est tout simplement ce qu'on ne peut vivre qu'en étant différent. C'est mon incomplétude que j'allie à l'incomplétude de l'autre, mais qui ne sont pas que des incomplétudes, des merveilles. C'est ma stabilité d'homme que j'allie au mouvement odulant de ma femme, et grâce à ça, tous les deux, on a pu faire vivre une famille. C'est donc ça, n'est-ce pas? Et pas de chance, ils se trouvent embringués dans une affaire compliquée où ils n'auront jamais d'enfants, parce qu'ils essayent de faire comme un couple, mais ils ne sont pas un couple, c'est très dur pour eux, et donc ils font appel à nous. On ne peut pas, à mon avis, vraiment faire que de dire non. Il faut proposer une écologie humaine et montrer la place qu'ils peuvent trouver. Ils sont aimés, ils sont nos frères, on va en prendre soin. Mais si nous-mêmes, nous n'avons pas, en tant que médecins ou citoyens, nous n'avons aucune proposition rationnelle à faire, nous n'avons aucun critère pour justifier les lois, si ce n'est « Ah non, touchez pas à ça, touchez pas à ça ». 2 ans plus tard, vous avez touché à ça. Ah non, ne touchez pas à ça. Mais attendez, si nous ne philosophons pas
pour faire une proposition humaine rationnelle, c'est la désespérance totale. Donc, il y a vraiment un très beau mouvement, notamment Alliance Vita est à la pointe de tout ça pour l'écologie humaine, mais il ne faut pas craindre de l'élargir au sens de... Personnellement, je suis allé donner 3 jours pour les gynécologues en Russie, à Smolensk, aux gynécos et sages-femmes, et je leur ai fait comme cours l'écologie humaine pour la gynécologie. On ne s'est pas ennuyé, parce que c'est fantastique. L'écologie humaine est une clé de décodage pour la gynécologie. Je pense qu'il faut vraiment s'emparer, travailler, vous voyez, regarder. Ce n'est pas dans la tête, c'est regardons ce que nous pouvons faire, ce que nous sommes, et voyons la grammaire de la vie, ce qui est écrit dans cette vie, pour voir. Parce que si je connais la grammaire, je pourrais un jour faire de la poésie, n'est-ce pas? Voilà. Écoutez, j'ai parlé 20 minutes, 54 secondes. Je vous propose encore 3 minutes pour respecter le temps de parole. Donc, j'ai essayé de vous transmettre qu'il me semble qu'il faut qu'il y ait ces luttes légales, qu'il y ait ces luttes sociales que nous vivons. Mais il faut en parallèle que nous, médecins, notamment, soignants, mais tout le monde, nous travaillons sur une proposition effective de grammaire de la vie et d'écologie humaine. Ainsi, nous pouvons, chacune de nos disciplines peut très bien, à nouveau, reprendre part au débat, en étant autre chose que des Neinsager. Non, 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 non. C'est oui. Oui à la vie, oui à la vulnérabilité. Tu as besoin de moi, je suis là pour t'écouter. Les enfants, vous voyez ce que je veux dire? Prenons, donc en somme, les 5 points clés comme ça pour vous résumer de l'écologie humaine, si vous voulez vous souvenir. La vie est un don merveilleux, qu'elle soit biologique, humaine, la vie est un don merveilleux. 2e point, mais elle est vulnérable. Et c'est ce qui en fait la beauté et la force. Elle est vulnérable. Et du coup, on peut lui nuire. On peut nuire beaucoup. Nous, les humains, nous sommes donc appelés à la protéger. Mais pour bien protéger quelque chose dans la vie, il y a des règles à suivre. Et de la même manière que la jeune génération nous pousse à trier nos déchets, chez nous, si on ne trie pas les déchets, ça chauffe. Si on gâche trop l'eau en lavant la vaisselle, ça chauffe. Les jeunes générations sont motivées. Eh bien, il y a des règles à suivre aussi en écologie humaine. Alors, lisons-les. Si vous voulez, vous pouvez lire. J'ai écrit un petit livre là-dessus, petit manuel d'écologie humaine. Je prépare un livre sur les fondements biologiques de l'écologie humaine. C'est passionnant, absolument passionnant. Et je vous propose que chacun de nous s'empare de cette idée de grammaire de la vie. Et comme je pense parler, personnellement je suis catholique, et la grammaire de la vie, Benoît XVI en a parlé plusieurs fois comme un challenge très important, et l'écologie humaine, en 91, le pape Jean-Paul II a écrit sur ce sujet. Donc il me semble qu'a priori, on est en bonne voie si on travaille sur l'écologie humaine et la grammaire de la vie. Voilà, je vous remercie.